Et notre invité ce soir à 18h18, il va tenter de nous éclairer sur la perception qu'ont les Français de toutes ces annonces de confinement et des mesures qui l'accompagnent parfois, c'est vrai, ubuesques, et notamment cette fameuse affaire qui a viré au psychodrame d'attestation de sortie ce week-end. Bonsoir Arnaud Benedetti. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Europe Soir en direct. Vous êtes donc professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire et auteur de l'essai très remarqué à l'époque, Le coup de com' permanent, sorti aux éditions du Cerf. Comment vous expliquez, vous d'abord, que des hauts fonctionnaires, qui ont la tête bien faite a priori, en soient arrivés à pondre cette fameuse attestation de 2 pages avec à l'intérieur plus de 15 points à cocher pour simplement permettre aux gens de sortir chez eux, alors que dans le même temps, le gouvernement nous avait dit, vous allez voir, c'est très simple. Oui, c'est une énigme, d'autant plus qu'il y avait déjà eu des ratés précédents qui avaient montré que parfois l'administration semblait en roue libre et assez déconnectée même du politique. Et le vrai sujet, c'est de savoir finalement si le politique a pris le pouvoir sur son administration et comment une telle attestation a pu franchir, j'allais dire, les différentes strates de l'appareil d'État pour être à un moment donné validée par le pouvoir politique, qui est très vite revenu, bien évidemment, sur cette attestation. Parce qu'il y a un an, on aurait pu comprendre qu'on se retrouve dans cette situation. On est dans une situation inédite, le Covid explose, c'est une maladie, un virus qu'on ne maîtrise pas encore. Mais là, on est un an après. Et on arrive encore à des folies administratives comme ce qu'on a connu ce week-end. La réalité, c'est que vraisemblablement, la conférence de presse tenue par le Premier ministre et le ministre de la Santé a laissé tout de suite libre cours à des interprétations diverses et variées et une certaine forme d'incompréhension. Et on peut penser que l'administration, dans son souci parfois de bien faire et du détail, a voulu produire un texte qui réponde à toutes les questions que se posaient les Françaises et les Français suite aux annonces du Premier ministre et de son ministre de la Santé. Mais évidemment, le résultat de l'action n'a pas correspondu à l'intention des rédacteurs. Arnaud Benedetti, c'est quand même symptomatique, on va pas se mentir, d'un mal français suradministré, surnormé, qui nous empêche d'avancer d'une certaine manière. C'est le cas sur la vaccination, c'est le cas sur la gestion. Un exemple, les autotests par exemple. Il y a 48 heures, on nous annonçait qu'ils seraient bientôt disponibles, et en pharmacie et en supermarché. On apprend que Carrefour en précommande 1 million, et puis finalement ce week-end, retournement de situation, non, les autotests ne seront pas disponibles en supermarché parce que c'est considéré comme des médicaments, et donc ça doit être réservé aux pharmacies. Parfois, on a l'impression qu'en France, on marche sur la tête. Le vrai sujet, c'est que plus l'État apparaît dans l'incapacité de répondre aux problèmes d'infrastructure, aux problèmes de logistique, aux problèmes d'organisation, plus il a cette tendance à vouloir réglementer, régenter la vie quotidienne des Français dans la traversée particulièrement difficile de cette crise. C'est un vrai mal français et c'est un vieux mal français. Vous savez, vous relisez, alors dans des conditions beaucoup plus dramatiques, vous relisez Marc Bloch dans L'étrange défaite, il montre bien évidemment que l'on retrouve des mots qui sont très similaires à ceux que nous traversons. L'absence de coordination, l'absence d'organisation, le défaut d'infrastructure, l'incapacité à faire circuler l'information à l'intérieur des différentes strates de l'État. Autant de mots que l'administration française semble reproduire dans cette situation tout à fait particulière que nous sommes en train d'affronter. D'ailleurs, vous faites une analyse fort intéressante. Vous dites « Un pouvoir affaibli est un pouvoir intrusif ». En somme, c'est parce que l'État n'arrive pas à imposer le sentiment qu'il gère la situation, qu'il veut tout contrôler. Oui, c'est une constante dans l'histoire. Finalement, les pouvoirs qui sont les plus intrusifs sont souvent les pouvoirs les plus faibles, parce qu'incapables de répondre aux vraies préoccupations qu'exige une situation, ils essayent de répondre à cette situation par un luxe de détails dans la gestion de la vie quotidienne. Et c'est bien ce sentiment qui aujourd'hui se dégage dans une partie de l'opinion publique qui considère que les vraies réponses dont nous avons besoin, c'est-à-dire par exemple les lits d'hôpitaux, les vaccins ne sont pas au rendez-vous, mais que par contre on fait peser des contraintes sur la vie sociale, sur la vie économique, parce que tout simplement l'État n'est pas en mesure d'apporter les vraies réponses. Vous faites d'ailleurs un parallèle avec certaines croyances et le culte de la religion. Vous dites tout est normé aujourd'hui, la communication covidienne a désormais ça. Sa liturgie sont les points presse, sa sémantique sacrale sont les gestes barrières par exemple, et sa promesse eschatologique, c'est la sortie au bout du bout, l'espérance de la sortie de l'épidémie.
pandémie. Vous êtes un pro de la com et votre essai sur la communication d'Emmanuel Macron, président de la République, le coup de com' permanent avait connu un retentissement fort intéressant. Quelle serait aujourd'hui la bonne com', la communication adaptée à la situation ? C'est extrêmement difficile de communiquer quand finalement vous n'avez pas les moyens de votre action. C'est bien le problème, c'est-à-dire qu'on investit la communication d'une sorte de pouvoir magique qui serait susceptible de transformer la situation. La réalité, c'est que la communication doit s'adapter à la vérité de la situation. C'est-à-dire que trop souvent, la perception que nous avons de la parole publique, qu'il s'agisse d'ailleurs de cet exécutif comme d'autres exécutifs par le passé, mais peut-être encore plus aujourd'hui du fait de la situation que nous devons affronter, c'est que cet exécutif ne dirait pas la vérité. J'emploie un conditionnel, en l'occurrence, de précaution. La réalité, c'est que quand on regarde, par exemple, la dernière conférence de presse du Premier ministre et d'Olivier Véran, on a l'impression qu'ils sont là pour nous raconter une autre histoire. Vous savez, il y avait un conseiller de George Bush Jr., Karl Rove, qui appelait ça la stratégie de Scheherazade. C'est-à-dire que quand vous êtes mort politiquement, c'est ce qu'il disait, il faut que vous soyez en mesure de faire diversion en racontant une autre histoire. Et finalement, quand on regarde ce qu'a proposé en termes de dispositif le Premier ministre, cette fameuse baseline du freiner sans enfermer, c'était d'essayer de trouver finalement une innovation qui permette quelque part d'attirer l'attention et peut-être aussi d'effacer tout ce qui n'allait pas. Vous n'êtes pas sondeur, mais vous avez un regard, vous êtes un observateur. Qu'est-ce qui en reste dans la tête des Français de tout ça, de cette séquence-là ? Vous savez, depuis le début, ce qui reste depuis le début de cette crise, dans la tête des Français, et les sondages le montrent, c'est une espèce d'incompréhension et de très grande confusion. Il y a quelque chose qui pèse. Là aussi, depuis la genèse de cette pandémie, c'est la polémique sur les masques. La polémique sur les masques, c'est un peu le péché originel ou le sparadrap, vous savez, du capitaine Haddock, qui continue à coller à la peau de la parole publique. Et depuis, en effet, on a le sentiment que les pouvoirs publics sont toujours en train d'essayer de rattraper le retard de crédit qu'ils ont finalement engrangé dans cette communication, qui a été une communication ratée, en tout cas au moins au départ. C'est compliqué de trouver le bon équilibre entre le devoir de transparence et puis la gestion au quotidien de cette crise dont le maître des horloges, comme l'a admis d'ailleurs lui-même le président de la République, c'est le virus. Ça n'est pas le temps politique, c'est le virus. Oui, mais justement, tout l'enjeu de la communication, c'est aussi de montrer qu'on est en capacité de maîtriser les événements, de ne pas être dominé par les événements. Vous avez le sentiment que le gouvernement improvise, là ? La réalité, c'est qu'en tout cas, c'est le sentiment qu'il donne au plus grand nombre, aux Françaises et aux Français. C'est toujours d'avoir une sorte de temps de retard dans la gestion de la crise. Alors, il a des éléments pour contrebalancer cette impression. C'est très souvent cette référence aux situations étrangères. En se comparant, en disant regardez ce qui se passe ailleurs, finalement permet de relativiser la situation française. Sauf qu'en France, nous avons une conception de l'État qui est un État tout puissant et qui, sur des missions comme celle notamment du sanitaire, où on considérait qu'il y avait une excellence française dans ce domaine-là, il y a une exigence de l'opinion publique qui fait qu'on est certainement beaucoup plus sévère avec l'action du gouvernement que dans d'autres pays où on relativise parfois. Rassurez-moi, pour terminer, Arnaud Benedetti, vous avez encore foi dans la parole publique, dans la parole politique et l'action qui va avec. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, mais la parole publique doit être toujours basée sur la vérité et ensuite sur une action qui soit conforme à cette parole. Bien, merci infiniment pour cet échange, Arnaud Benedetti, prof donc associé à l'Université Paris-Sorbonne.